Franck Renucci. Voilà. Merci. Alors, attends, c'est déjà commencé. Au bout de 18 minutes, clac. Donc, rapidement, l'homme interfacé, les frontières. Bon, je pense que vous avez tous vu le lancement de la Coupe du Monde. Je vais commencer par ça, parce qu'il y a la Coupe du Monde. Et puis Goldorak, je me suis dit, c'est peut-être ma génération, je ne sais pas trop. Alors, pour aller dans le dossier, s'il vous plaît, je vais montrer tout de suite 2 vidéos. Deux vidéos, parce que je suis sûr que vous avez regardé la Coupe du Monde, le début, mais vous n'avez pas vu quelque chose qui s'est passé. Il est où le dossier? Donc 2 vidéos. La première, c'est le lancement vraiment de la Coupe du Monde, c'est-à-dire là où a été donné le coup d'envoi. Alors là, ça sera plutôt côté Goldorak, mais vous allez voir, c'est très intéressant. Hop, la patada initiale dans le mondial. Vous allez voir ça, tac. Regardez, hein, ça dure 30 secondes. Vous voyez? Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est exactement une personne donc, qui est tétraplégique et qui est équipée d'un exosquelette, référence à Goldorak, et qui, par sa pensée, shoot dans un ballon. C'est-à-dire que l'information est récupérée au niveau du cerveau, hein, c'est pas... et après, tac, il y a donc l'exosquelette qui agit. Donc ça, c'est le lancement de la Coupe du Monde, premier. Second exemple, 2011, ça a un peu changé ma carrière de chercheur. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que l'on voit? Une personne tétraplégique. Là aussi, un casque, ou électrode plus exactement, elle pilote par la pensée un robot. Vous voyez? C'est-à-dire, là, qu'est-ce qui se passe? L'information est directement récupérée, nettoyée de tout ce qui ne convient pas, et le robot récupère cette information et fait qu'à un moment donné, va lui porter ce verre-là. Donc voilà, très rapidement pour rentrer dans notre conférence, comme ça vous saisissez mieux l'homme interfacé, où les frontières de l'humain donc s'estompent avec la technique. Vous voyez? Donc c'est ça, à un moment donné, que j'ai souhaité dire. Et donc deux notions, les notions importantes qui apparaissent aujourd'hui, et notamment celui qui interroge sa singularité. C'est-à-dire, on se pose la question, qu'est-ce qu'un humain, en fait, aujourd'hui, quand on commence à bricoler à ce niveau-là? Et ça, c'est extrêmement intéressant dans notre champ, dans le champ des sciences de l'information et de la communication. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose où ce champ-là a à se saisir, c'est-à-dire le traitement de l'information, mais aussi la communication humaine, qu'est-ce qu'il reste d'humain. Et donc, l'apparition de cet homme interfacé fait que les relations établies entre le vivant et l'artificiel se modifient. Donc, deuxième information, on a 2 choses à retenir. Un, déjà, la question des frontières. On voit bien par rapport à la technique. Deuxièmement, la question, et on va y revenir là-dessus, de la convergence entre le vivant et l'artificiel, notamment à travers la notion de données. Et là, je vais donner un sigle, NBIC. Hein, il y a 10 ans, 2002, un rapport NBIC, où on voit très bien cette convergence qui apparaît, NBIC, nano, bio, informatique, sciences cognitives, qui font que cette convergence entre le vivant artificiel fait que là, aujourd'hui, on intervient de façon très précise pour des choses que certains annoncent d'une certaine manière. Donc, entre le vivant et l'artificiel, voilà ce que je vous ai montré. En fait, il y a Cathy Hutchinson, c'est ce que vous avez vu, tétraplégique, un bras robotisé, donc je cite le chercheur. Joliane Pitot, 2014. Hein, c'est là, c'est maintenant un jeune paraplégique a shooté dans le premier ballon. Vous voyez? Et 2045... Donc, ce qui est annoncé par, sans faire leur publicité, parce que je ne partage pas ce qui est dit, mais Ray Kurzweil et le mouvement des transhumanistes annoncent une nouvelle ère pour l'humain. Donc, le mouvement des transhumanistes, si vous tapez transhumaniste, Ray Kurzweil, vous allez tomber sur des sites et sur une très grande discussion, mais il faut bien voir que c'est Google directement qui est à travers ça. Donc, qu'est-ce qu'ils projettent? En gros, ils se basent sur la loi de Moore, la multiplication des capacités de l'informatique. Ils disent qu'en 2045, eh bien, on va basculer à une nouvelle ère par rapport à ça. Bon, alors, on pourrait bien évidemment discuter tout ça au regard de ce qui s'est dit, mais c'est extrêmement intéressant de voir les investissements qui sont faits à ce niveau-là par rapport à ça. Et donc, aussi, comment l'humain, et on le voit bien tous les jours, comment l'humain, on le perçoit différemment, on le perçoit relié, on le perçoit hybridé, on le perçoit d'une certaine manière augmenté. Et moi, je suis beaucoup plus du côté de l'homme diminué, parce qu'on sait très bien que c'est parce qu'on est diminué qu'on va aussi avancer, mais c'est intéressant de le voir. Alors TED, d'abord je remercie les organisateurs de TED de m'avoir invité. Et c'est vrai que j'ai lu un article là dans Le Monde. Je pense que tous les étudiants lisent Le Monde, alors c'est pas nécessaire d'en faire trop la référence, mais Le Monde, vous voyez, il y a marqué TED, le show de la pensée.
Et alors je me suis dit, en lisant ça, je me suis dit qu'ils se sont un peu trompés, quoi, parce que voilà, il faudrait un peu nuancer leurs propos. Vous voyez, ils disent que TED ne participe pas à l'esprit critique, au débat, ne participe pas un petit peu à ces questions humaines. Et bien évidemment, en étant là, en ayant écouté Christian, en étant là présent. Donc vraiment, un grand merci aux organisateurs, parce que il me semble qu'ici, sur notre territoire à Toulon, donc je vais revenir l'année prochaine, étant à Paris depuis 2 ans, sur notre territoire, on a quelque chose à saisir par rapport à ça, c'est-à-dire que le travail qui est fait depuis des années, on le connaît bien au niveau de l'université avec Toulon Var Technologies, c'est-à-dire qu'entre les entreprises, les collectivités territoriales et les chercheurs, il y a une dynamique où on voit bien ici qu'elle s'inscrit complètement, mais il y a aussi quelque chose que l'on doit faire apparaître et insister là-dessus, c'est-à-dire des lieux où se produisent des décalages, c'est-à-dire des lieux où à un moment donné, on n'est pas dans une continuité des choses, on n'est pas dans une répétition, mais des lieux où il y a une certaine émergence du nouveau, où il y a une certaine création, où on peut être surpris. Et il me semble que ce lieu en est emblématique. Mais là où il y a des décalages, c'est aussi par des rencontres, c'est pas forcément parce qu'on va diluer à travers la matière numérique des tas de choses, parce qu'on va rencontrer la différence, et donc on va rencontrer l'altérité. Donc un grand merci aux organisateurs de TED. Donc pour en revenir à l'homme interfacé, quel type de questions peut-on poser? Aujourd'hui, quand on lit Le Monde, et vous voyez, j'ai fait des références sur des choses extrêmement récentes, c'est-à-dire qui sont publiées au mois de juin, eh bien voilà, on annonce des voitures qui vont se conduire sans conducteur. On annonce aussi au niveau de la génétique, je veux dire, notre génération, elle a bricolé dans le garage, elle a fait du rock'n'roll, mais aussi elle a bricolé des systèmes informatiques. Mais aujourd'hui, ce qu'on bricole dans les garages, c'est à travers des kits génétiques. C'est ça, on fait du copier-coller, on coupe, on façonne certaines choses. Donc, autre information pour ceux qui s'intéressent et qui viennent des technologies, quand on lit le robot Eugène Guzman a réussi le test de Turing, c'est là, c'est Le Monde 11 juin, vous voyez, c'est en plein milieu de la Coupe du Monde, quoi. Je veux dire, ce sont des choses dont on doit se saisir maintenant. Je veux dire, et que nous, chercheurs, on ne doit pas être là simplement, je veux dire, avec un côté tout va bien, tout ça. Ça ne veut pas dire que tout va mal, mais on doit se saisir ça, on doit le questionner, on doit se dire qu'est-ce qui se passe. On ne doit pas créer forcément une énième commission d'éthique, parce qu'il y en a des commissions d'éthique, mais on doit alimenter en termes de contenu cela. Et on doit rencontrer ceux qui participent, les industriels, nous chercheurs, le monde, les acteurs de la société. On doit les rencontrer par rapport à ça, on doit discuter ensemble, on doit provoquer des décalages, etc. etc. Et c'est là, à ce moment-là, que vient l'innovation, parce que l'imprévu, elle est faite à partir de rencontres. Donc, je vais vous parler d'un ouvrage qui s'appelle « L'autre n'est pas une donnée ». Altérité, corps et artefacts, et de la revue Hermès, c'est là où je travaille. Ce numéro a été coordonné par Benoît Leblanc, Samuel Lepastier et moi-même. On vient de le sortir. L'autre n'est pas une donnée, c'est-à-dire l'autre, c'est pour ça que je parle de rencontre, n'est pas une donnée, n'est pas qu'une donnée actuellement, vous voyez. Et alors ce qui est extrêmement intéressant dans cet ouvrage, on vient de le sortir, d'abord la revue Hermès, c'est la revue dirigée par Dominique Volton. Dominique Volton était ici, dans ces murs, il y a quelques semaines. Et vraiment, ça a été un travail incroyable. On a fait travailler philosophes, personnes des sciences cognitives, psychanalystes, des personnes en infocom. Et vraiment, tout le monde s'est réuni autour de cette question de l'humain, mais de la communication humaine. Vous voyez, et sont intervenus à des collègues. Je leur ai demandé, mais là, on parle de NBIC, mais d'où ça vient? On parle des logiciels de recommandation, et d'où ça vient, à un moment donné? Donc, vous voyez, qu'est-ce qui se passe et qui est intéressant à travers cet ouvrage? C'est qu'en fait, il y a 3 choses que je vais nommer. Il y a, disons, les frontières avec l'humain, qui sont à interroger. Ces frontières, vraiment, on voit bien qu'elles s'estompent actuellement. À un moment donné, il y a aussi cette convergence à travers l'artificiel et le vivant, je reviens là-dessus, mais aussi à travers donc, le fait que par la rencontre et par l'inattendu, on peut provoquer autre chose. Je vais insister sur quelque chose, sur cette notion de continuité, discontinuité. On voit bien que quand on se branche, regardez ce qui se passe, quand on branche quelqu'un sur son cerveau, nos enfants, dans quelque temps, vont avoir, et l'ont déjà, des jeux vidéo qui vont piloter. Mais ça va transmettre de l'information aux producteurs, je veux dire, qui eux-mêmes, par des logiciels vont traiter ces données. Actuellement, il y a tout un travail qui se fait au niveau des données publiques, on le sait très bien, au niveau des données aussi personnelles, et ce maillage-là fait que à travers des logiciels qu'on va appeler des logiciels de recommandation, on a tendance à vouloir prédire d'une certaine manière l'avenir. Évidemment, la question du corps, je veux dire, c'est une des parties importantes de cet ouvrage, la question du corps, c'est-à-dire est-ce que le corps devient objet, est-ce que le corps devient information, est-ce que devient ce corps-là, ce corps que l'on va
à un moment donné, eh bien, pouvoir le transformer, quoi, c'est-à-dire et en faire une économie. La bioéconomie, je renvoie au texte de Céline Lafontaine, est extrêmement important. Et à travers ça, à travers la notion de données et du traitement d'informations, on voit aussi qu'il y a une notion importante qui est la notion d'homéostasie, c'est-à-dire de régulation. Hein, c'est-à-dire comment on régule l'ensemble à partir des données, c'est-à-dire au moment où les cadres symboliques, hein, les textes, tout ce qui, pendant le XXe siècle, a eu tendance à s'estomper, font que maintenant, il y a des dispositifs qui sont mis en place à partir de cette matière-là, à partir de cette matière numérique. Donc il est vrai que cette revue, je veux dire, est vraiment un endroit extraordinaire où des personnes de différentes disciplines se rencontrent. Hein, moi j'ai beaucoup appris au contact, je peux citer quelques collègues, de Bernard Valade par exemple, mais aussi de Jacques Perriot. Jacques Perriot est un homme extraordinaire qui, par exemple, quand il parle de l'empreinte de la technique, on voit très bien ce qui peut s'y passer. Quand on parle de cet homme-là, de cet homme augmenté, il y a un ouvrage hein, qui est celui de Jean-Michel Beignet. Voyez, donc autant de scientifiques qui à un moment donné se posent ces questions-là. Nous, ici à Toulon, je veux dire articulé avec ce qui peut se faire ailleurs, notamment à Paris, eh on peut profiter de cette dynamique-là, faire que des lieux comme vous avez créé ici à travers TED, mais d'autres aussi au sein de l'université, donc un véritable projet universitaire qui s'articule au monde de l'entreprise et au monde des collectivités territoriales, fasse que, en plus de la réflexion, on produise des décalages et de l'innovation, mais par la rencontre. Voilà un petit peu ce que je souhaite vous transmettre aujourd'hui. Et donc, cet homme interfacé, je veux dire, j'ai tellement accéléré que... c'est ma dernière diapo, alors. Alors maintenant, je vais être tranquille, je vais pouvoir enfin parler. Cet homme interfacé, je veux dire, donc comme je l'ai cité, c'est-à-dire que eh bien, il y a des auteurs qui se penchent sur cette question-là, et cette question fait qu'à un moment donné, eh bien, on se pose tout simplement la question de ce qu'est l'humain. Alors je vais entrer un peu plus en détail sur cette question-là aujourd'hui, parce qu'il est vrai que quand on pose cette question, c'est une question tellement complexe, quoi. Mais moi, j'ai quand même repéré certaines choses que je vais un petit peu développer avec vous. Je l'ai repéré notamment à la lecture d'ouvrages très récents, hein, je voulais les citer, un qui s'appelle L'Humain, qui a été écrit par Monique Atlan et Roger Paul Droit, hein, un autre... dont j'ai cité Jean-Michel Beignet, mais il y a aussi, par exemple, un philosophe qui a dirigé le département de l'École nationale supérieure de l'ENS, donc, qui s'appelle Francis Wolff. Il y a aussi, je vais citer François Ansermet, je veux dire, formidable texte dans cette revue de François Ansermet, de Pierre Magistretti. François Ansermet dirige le service de pédopsychiatrie de Lausanne, il fait partie du comité national d'éthique donc en France, mais il travaille avec Pierre Magistretti. Un est psychanalyste, l'autre est en neurosciences. Et on voit bien que cette rencontre, dans des mondes qui sont, comme ils le disent, incommensurables, on ne peut pas rattacher, mais à un moment donné, se sont posées des questions relatives à l'humain. Parce que, évidemment, quand on parle d'information, je veux dire, quand on parle de traitement d'information, regardez bien, si on relit De Bécane, je veux dire, eh qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir transmettre de l'information, et quand il y a une erreur, on va mettre des codes correcteurs d'erreurs, ou etc. Enfin, passons là-dessus, et l'information va pouvoir être transmise. Ma fille, l'autre jour, lit une revue Géo-Ado. Géo-Ado. Alors, elle me dit, elle a 9 ans, elle me dit, tu vois, papa, c'est elle. Alors, on voit apparaître tous les exosquelettes, les machins, les robots, tout ce que vous voulez, tout ce qui est qui apparaît en filigrane dans le feuilleton, là, Real Human. Elle me dit, mais on nous dit que dans 30 ans, parce que cette pensée circule chez les enfants, dans 30 ans, on n'aura plus besoin de la parole pour communiquer. C'est-à-dire qu'à travers le traitement d'informations. Et je l'ai noté, cette phrase. Elle me dit, mais alors, à quoi ça sert? Je veux dire, en gros, si on n'a plus besoin de la parole. Parce qu'en fait, ce qui se passe, contrairement au Bécane, c'est que nous, on se heurte en permanence à quelque chose, au malentendu. On se heurte, regardez bien ce qui se passe dans un couple. Enfin, franchement, c'est pas de Bécane qui communique. Hein. Je veux dire, au bout de 30 ans, elles ont changé d'avis, hein, assez souvent, quoi. Vous voyez, donc, et puis, ça évolue. Regardez bien ce qui se passe au quotidien. Je veux dire, quand on parle, quand on est en une réunion, on travaille, enfin, c'est compliqué. Enfin, s'il y en a un qui trouve la solution, qu'ils me le disent, quoi. Vous voyez, donc on est loin de tout ça. Je veux dire, mais là-dessus, sur ces failles, se construisent les grandes créations. Je veux dire, sur le malentendu, parce qu'au départ, il y a un malentendu en permanence. Moi, qu'est-ce que je sais de ce que vous entendez, de ce que je peux raconter? Le récepteur, il n'est jamais au rendez-vous.
comprenez? Par contre, deux bécanes, vous les mettez, hop, ça. Et alors, donc ce qui se passe, c'est qu'il y a un changement actuel qui est en train de s'opérer. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a voulu fabriquer des robots un peu à l'image de l'homme, et puis on se posait les questions. Alors c'est Terminator, c'est les films Blade Runner, c'est tout ce que vous voulez, Pinocchio. Donc vous voyez, et maintenant ce qui se passe, c'est plutôt l'homme à l'image de la machine, l'homme avec les performances de la machine, un homme augmenté. Mais moi je vais vous dire, il est augmenté pourquoi? Il va être augmenté pour produire encore plus. Et c'est ça qui va être bon. C'est-à-dire plus on est augmenté, et plus on va travailler, quoi. Parce qu'en fait la finalité c'est quand même ça. Hein, vous voyez, donc on vous raconte des tas de choses, mais pas du tout. Regardez ce qui s'est passé depuis 30 ans. Je veux dire, on voit bien qu'on s'équipe, etc. Mais alors, on y va de plus en plus, quoi. Vous voyez, donc on est bien augmenté dans un certain sens. Et donc, c'est dur de regarder le chrono et puis de poursuivre sa pensée. Ce que je voulais dire, c'est déjà, voilà, c'est cette notion de malentendu ou d'incommunication qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que c'est sur les points de buter, c'est là où on bute à un moment donné, qu'on prend appui pour faire quelque chose. C'est parce que, on va se mettre à discuter, parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on va se mettre à négocier, pour reprendre l'expression de Dominique Volton, la communication humaine, elle est là-dessus, quoi. Hein, et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Au moment où on passe notre temps à informer, à envoyer des données, à être géolocalisé, etc., c'est que cette notion-là, c'est-à-dire ce qui a un rapport à la parole, je veux dire, est fondateur. Et derrière tout cela, je veux dire, sans être prêt. Derrière tout cela, il y a aussi un questionnement par rapport à la mort et à la naissance. C'est-à-dire ces points de butée qui étaient au départ, qu'est-ce qu'on pouvait dire sur la naissance et sur la mort, on en a fait des films sur l'amour, hein. On a construit des choses extraordinaires. Et de plus en plus, on tend à les expliquer. Donc il y a des zones de périnatalité, par exemple, où on voit, où on intervient de plus en plus actuellement. Et il y a des réflexions éthiques qui sont posées. Mais il me semble que nous, on doit pouvoir, ici, je dis bien sur ce territoire-là, je veux dire qui est assez vaste, non seulement les poser ces questions, mais faire comme vous le faites ici, faire que les personnes se rendent compte par rapport à ces questions-là, et qui sont déterminantes, je veux dire d'une certaine manière pour nous, en tant que chercheurs, mais aussi pour les industriels, mais aussi pour ceux qui s'occupent des collectivités territoriales, mais aussi tout simplement pour ceux qui sont parents, qui ont des enfants, qui à un moment donné se trouvent démunis par rapport à tout cela. Parce que dites-vous bien qu'à un moment donné, combien sont ceux, comme l'a dit Christian tout à l'heure, qui veulent notre bien et qui vont prédire certaines choses, qui vont dire certaines choses pour notre bien. Je veux dire, et là, on voit bien qu'il y a quelque chose de formidable à se saisir dans ce rapport à la technique, parce que moi je ne suis pas technophobe, justement, c'est que le rapport à la technique fait que plus on travaille autour de la technique, plus on arrive à une zone, je veux dire, irréductible, qui est celle de l'humain. Alors, soit, à un moment donné, on la conserve, soit on y met un nom, quelque chose, soit on la dégage et on la dilue. C'est ce que c'est. Et pour certains, le projet est là. Hein, lisez bien le projet transhumaniste, d'une certaine manière. Ils vont répondre, d'une certaine manière, aux difficultés de ce que peut être l'humain, en lui disant, maintenant, voilà, tu es un individu et tu vas te bricoler, tu vas t'auto-reproduire, tu vas regarder bien 4, 3, on va mettre des capteurs de partout, on va avoir de l'information, et puis on va se bricoler tous les matins quelque chose, mais ce n'est pas tout à fait ce que je souhaite, parce que justement, à travers l'inattendu et la création, c'est ce que je préfère. Voilà, je vous remercie. Allez.